personne que je vais accueillir là maintenant, c'est quelqu'un qui est très cher à mon cœur et qui est aussi une grande rêveuse. C'est quelqu'un qui est une entrepreneuse née et qui a eu des rêves, qui les a réalisés. Et c'est surtout quelqu'un que j'admire parce que c'est quelqu'un qui sait relancer les dés et changer et se réinventer. Je vous présente la très grande Thiaba Kamarassi qui va nous raconter son parcours. Bonsoir tout le monde. Merci Marianne, bien que tu aies exagéré sur ma présentation. Ce que j'ai en commun avec Clément, c'est que j'aime les métissages et j'aime me définir comme étant une métisse Lébou Baol Baol, parce que je suis authentiquement du Baol. Et j'ai reçu une éducation lébou, ma mère est lébou. Du Baol, j'ai pris un sens aigu du business. Et de mon côté lébou, un amour de la rigueur et de la droiture. Les lébous sont des gens très carrés. Je suis née dans une famille de filles, nous sommes 4 sœurs. Et à l'époque où nous avons grandi au Sénégal, il n'y avait pas la télé. Donc le loisir, c'était le sport et le mercredi, la sortie au Centre culturel français pour emprunter des livres. Et nous avons grandi dans cet univers-là. J'ai fait beaucoup de sport, je continuais à en faire beaucoup. Nous étions très turbulentes et ma mère nous a inscrits à tout ce qui se faisait à Dakar à l'époque. Donc nous avons fait du judo, du karaté, du vélo, de l'athlétisme. J'étais dans l'équipe de natation du Diaraf, dans l'équipe d'équitation de l'ASFA. On a touché à tout. Et ça a joué un rôle important, je pense, dans mon parcours scolaire, académique et plus tard professionnel. Que j'ai appris la discipline, enfin les mérites de la discipline et puis de cette joie immense qu'on a d'arriver au palier supérieur quand on pratique une discipline sportive, qu'on essaie et qu'un jour le déclic se produit. L'autre terreau dans lequel j'ai puisé, c'est le fait que j'ai été élevée dans une famille très africaine, enfin très ancrée dans ces valeurs africaines. Et je me souviens, mon grand-père maternel me disait « Tu sais ma petite, si le Toubab monte sur une colline et se frappe la poitrine en disant « Je suis supérieur à toi, je suis meilleur que toi, je suis plus grand que toi », il ne fait qu'exprimer son droit à l'expression. C'est ce qu'il croit, mais ça ne t'engage en rien. Ça n'est pas un problème. Le problème commence quand toi, tu y crois. Ce qui est important, c'est ce que toi, tu développes comme croyance et n'accepte jamais que le mam d'autrui soit meilleur que ton propre mam, parce que c'est faux. Et ce n'est qu'une construction de l'esprit. Et il me disait également, on est tous égaux, tous les hommes de bien ont les mêmes valeurs partout dans le monde. Développe tes racines, sache qui tu es, parce que la personne qui n'a pas d'identité, c'est comme le fou qui ne sait pas qui il est ni ce qu'il fait. Plus un arbre a des racines profondes et plus loin il peut s'élever, parce qu'il est ancré, il est solide. Et donc, j'ai eu un parcours scolaire sans histoire, hein, la petite fille qui travaillait bien à l'école. J'ai eu la chance d'avoir une bourse de l'État français. À l'époque, il y avait des bourses de la coopération française. Donc, j'ai fait une prépa, une école de commerce. Mais j'ai eu mon diplôme un 30 juin et le 10 juillet, j'étais à Dakar avec armes et bagages. Parce
parce que le Sénégal, c'est ma passion. Mon père s'est battu pour l'indépendance. C'était un étudiant très engagé. Il a été vice-président de la FEANF, qui était la Fédération des étudiants d'Afrique noire francophone. Et il m'a transmis cet amour du pays. Et pour moi, il était juste naturel de rentrer et de faire profiter mon pays de ce que j'avais appris. Et je me souviens d'un camarade de promotion qui me disait « Mais tu es complètement folle, qu'est-ce que tu vas aller à l'aventure à rentrer en Afrique tu viens d'un pays pauvre, c'est quand même dommage de ne pas profiter au moins quelques années d'une expérience professionnelle en France. » Et j'ai répondu que j'avais besoin, c'était un besoin vital pour moi de rentrer au Sénégal. Et quand je suis rentrée, donc, bon, j'ai fait donc l'École supérieure de commerce de Paris, j'avais une spécialisation en marketing et je suis entrée travailler, pour ceux d'entre vous qui connaissent cette société, elle a disparu maintenant, SIPL, elle faisait le lait Senlait et les yaourts Yoplait à l'époque. Et donc j'étais chargée du marketing, je reportais directement au PDG qui était un ami d'enfance de mon père. J'étais très bien payée. J'allais monter à cheval tous les matins avant d'aller au bureau. Ça a duré 3 mois. Et je me suis dit, ça, c'est pas la vie. Ça ne va pas le faire. Et j'ai annoncé à mes parents que je voulais démissionner et faire autre chose. Et ça a été un choc. Je me souviens encore l'air catastrophé de ma mère qui me dit « Mais qu'est-ce qu'il y a? Qu'est-ce qu'on t'a fait là-bas? Ton tonton a été méchant ?» Je lui dis « Non. » Et qu'est-ce qu'on va lui raconter, nous? Je dis ben, « Je ne sais pas, que je ne travaille pas assez. » Enfin, j'ai cherché dans les petites annonces un autre emploi. Et j'ai trouvé donc, au cabinet Ernst & Young un emploi d'auditeur assistant. Je ne savais pas du tout de quoi il s'agissait, mais comme ils avaient cité en référence le diplôme que j'avais, j'ai tenté ma chance. Et pendant l'entretien d'embauche, donc ils m'ont expliqué ce que c'était, l'audit, le contrôle des comptes, les bilans, les machins. Et quand ils ont terminé, j'ai remercié et je leur ai dit, écoutez, franchement, je suis désolée de vous avoir fait perdre votre temps et le mien. Je suis nulle en comptabilité, ça ne m'intéresse pas. Je ne savais pas que c'était de ça qu'il s'agissait, donc merci et au revoir. Et ils m'ont regardé comme si j'étais un peu... Ils m'ont expliqué, mais non, mademoiselle, ce n'est pas l'audit, ce n'est pas juste la comptabilité, vous allez voir, c'est vraiment s'occuper des entreprises, les conseiller, les aider à s'organiser, à mettre en place des procédures. Faites-nous confiance, essayez, vous allez voir. Et moi, je me suis dit, j'ai été honnête, j'ai expliqué mes limites, s'ils veulent quand même, c'est à leurs risques et périls. Et j'ai accepté cet emploi. Et j'ai dû travailler avec quelqu'un qui était un peu misogyne, disons, qui n'avait pas envie d'avoir une femme dans son équipe. Il n'était pas là au moment de mon embauche. Et du coup, ça a piqué ma fierté. Et j'ai décidé de lui montrer que toute femme que j'étais, je pouvais délivrer au même niveau que mes collègues masculins. Et j'ai mis... Donc, je n'aimais pas la compta, mais du coup... Et c'est vrai qu'ils avaient eu raison pendant l'entretien d'embauche. L'audit, ce n'est pas que de la comptabilité. Mais je me suis prise au jeu et voilà. Chemin faisant, Enfin, je vais la faire courte, hein, ne pas raconter tout le... Mais j'ai finalement quitté ce cabinet. J'ai créé mon propre cabinet l'année où j'ai accouché de mon fils aîné. Donc mon fils est né en janvier 90 et j'ai ouvert mon cabinet au mois de mai. Et j'ai ouvert mon cabinet au mois de mai sur une injonction de mon père, en fait. J'avais reçu un job en freelance, j'avais été payée et il m'avait demandé ce que je comptais faire de ma carrière et j'avais dit mais c'est super, avoir
un boulot comme ça de temps en temps, c'est top. En fait, j'avais rédigé mon premier rapport sur la table de ma cuisine chez moi et je l'avais donné à la secrétaire de mon père qui l'avait tapé et c'est comme ça que j'avais été payée. Et mon père m'a regardé et m'a dit non, si tu as l'intention de fonctionner en profession libérale, tu ne fais pas les choses à la banane. Tu t'installes, tu prends un local, pignon sur rue et tu travailles sérieusement comme tout le monde. Et j'avais répondu, mais papa, je n'ai rien. Je n'ai pas de capital, je n'ai pas... avec quoi veux-tu que je m'installe? Et sa réponse avait été, si tu attends d'avoir le capital et d'avoir tout ce qu'il faut pour t'installer, tu ne le feras jamais. Ton devoir, c'est de commencer et Dieu pourvoira au reste. Et je me suis dit, mais en fait, c'est un fonctionnaire, quoi. C'est un magistrat, il ne connaît rien au secteur privé, à l'entrepreneuriat. Il ne se rend pas compte. Mais bon, c'est mon père, je n'ose pas lui désobéir. Je vais faire ça, je vais prendre un local, je vais accumuler 3 mois d'arriérés, et puis comme ça, il comprendra ce que c'est la vie. Mais je ne peux pas, le contredire. Et donc, j'habitais au 6e étage d'un immeuble, là, sur la place de l'Indépendance. Au 4e étage, un local s'était libéré, et je l'ai loué. Et j'ai constitué ma société, et c'est parti comme ça. Donc, j'avais un bébé, donc j'avais fait tirer une ligne de téléphone entre mon appartement, d'interphone entre mon appartement et mon bureau. Et bon, de temps en temps, pendant que j'allaitais, j'avais le coup de fil d'un client, et j'avais appris à la bonne comment répondre, les bases pour être standardiste, quoi. Et c'était oui, je vous passe Madame Si. Donc voilà, et quand j'avais des clients, les rares clients que j'avais, je demandais à mes sœurs, à mes amis de venir faire tapisserie, quoi, dans le bureau pour qu'on ait l'impression qu'il y avait qu'il y avait de l'activité. Mais donc petit à petit, là aussi, bon, il n'y a pas eu 3 mois d'arriérés, mais c'était compliqué. Et bon, le 2e bébé est arrivé 2 ans après. C'était difficile. Je tirais le diable par la queue. Ma première cliente sérieuse, à l'époque, donc pour des tenues de comptabilité, les honoraires moyens étaient dans l'ordre de 50 000 francs par mois, quoi, pour une tenue de compte. Et cette cliente, quand je suis allée la voir, je lui ai vendu donc mes services et je lui ai demandé 150 000 francs. Et elle avait ouvert de gros yeux en me disant, mais vous êtes, vous êtes un peu arrogante, quoi, jeune, débutante, et vous me demandez pratiquement ce que demandent les grands cabinets de la place. Et je lui avais répondu, il faut que je mange. Je vous promets la qualité. Je vous promets de vous délivrer un niveau de prestation dont vous serez satisfaite pour le salaire d'un comptable, alors que je suis expert comptable. Je mettrai ce qu'il faut, mais si je veux pouvoir bien vous servir, il faut que je puisse vivre avec ce que vous allez me donner. Je ne peux pas me permettre d'émietter mon énergie avec trop de clients pour comment dire, lier les deux bouts. Et j'avais dû l'amuser un peu, toujours est-il qu'elle m'a fait confiance. Et c'est grâce à elle, hein, c'est par là que c'est parti. J'ai eu beaucoup d'autres clients par son entremise. Et c'est en 94, première dévaluation, première d'évaluation. Bon, ceci étant, c'est vrai que ça a permis de relancer l'économie, mais ça m'a obligée à me restructurer, à me projeter dans l'avenir, à me poser certaines questions. Et en 96, j'ai rejoint un groupe international, ce qui m'a permis d'avoir accès à des prestations de formation. Je voulais désespérément
m'accrocher à un wagon technique. Je voulais être sûre de ne pas décrocher. Je voulais être sûre de toujours pouvoir délivrer à un niveau élevé. Winston Churchill a dit mediocrity is not the result of aiming high and missing, but aiming low and hitting. C'est la médiocrité ne vient pas du fait d'avoir visé haut et d'avoir raté sa cible, mais d'avoir visé bas et de l'avoir atteinte. Et pour moi, il était vital que jamais on ne puisse dire en Afrique, forcément, les choses sont médiocres. Je repensais à ce que me disaient mes camarades de promotion. Et effectivement, les premières années, quand j'étais chez Ernst & Young, chaque année, j'allais en séminaire en France. Je retrouvais mes camarades de promotion qui avaient un salaire exactement égal à 3 fois ce que moi, je touchais. Alors que, parce que je venais d'un bureau plus petit, j'étais beaucoup plus responsabilisée, à niveau égal, je faisais des choses beaucoup plus avancées que ceux qu'on leur permettait de faire. Mais ça n'avait jamais posé un problème. Ça n'avait jamais été au sujet de l'argent. Et maintenant, là où je me situe, je me rends compte que l'important quand on démarre, ça n'est pas de rechercher l'enrichissement. Si on fait correctement ce qu'on fait, et si on le fait avec la passion et la générosité nécessaires, l'enrichissement suit. Donc voilà, j'ai rejoint ce réseau international, donc français, qui en 2008 a rejoint le réseau Deloitte, qui est un des 4 plus gros mondiaux, et c'est comme ça que le cabinet que j'ai fondé est devenu Deloitte Sénégal. Je les ai accompagnés pendant une dizaine d'années, 10 années passionnantes, parce que je faisais également partie du conseil d'administration de Deloitte Afrique, qui est la holding qui regroupe tous les cabinets Deloitte d'Afrique francophone. Et nous avons vraiment construit, monté ensemble le réseau africain. Mais un jour de novembre 2016, où j'étais en mission en Tunisie, j'ai écouté un membre du gouvernement tunisien qui déclinait la stratégie de son pays pour son développement économique. Et beaucoup d'éléments étaient fondés sur l'Afrique noire subsaharienne. Et il y a eu un moment de déclic où je me suis dit, mais tous ces pays-là ont la puissance de conception, de stratégie de leur gouvernement. Ils ont leur fonds d'investissement. Ils ont des objectifs clairs qu'ils déroulent. Quand ils viennent chez nous, on leur ouvre des boulevards. Et nous, là, les entrepreneurs de chez nous, qui s'occupe d'eux? Qui les défend? Qui réfléchit pour eux? Qui les accompagne? Qui les finance? J'ai eu vraiment un moment de questionnement, parce que, bon, évidemment, la première réaction, c'est de pointer du doigt les suspects habituels, quoi. Ouais, nos gouvernements, nos régulateurs, ils ne font rien. Et puis, bon, quand j'ai fait le tour, après, c'était, ouais, et toi alors? Concrètement, qu'es-tu en train de faire? En quoi es-tu en train de contribuer au développement de ton pays, de ton continent? Et ça a été le début d'une période d'inconfort qui a été clôturée assez rapidement par ma décision de changer de métier. Ma conviction est que nous deviendrons émergents, comme tout le monde, quand nous aurons accès au capital et que nous saurons utiliser le capital de manière rationnelle pour développer nos
nos entreprises. Et donc, j'ai décidé de rejoindre un fonds, une société de gestion de fonds d'investissement. 2 ans avant, j'avais, avec quelques amis, monté un club d'investissement féminin, donc une initiative de femmes pour aider l'entrepreneuriat féminin. Ça s'appelle le WIC. Et le WIC, aujourd'hui, est en train de monter sa société d'investissement. Nous avons un pipeline d'entreprises dirigées ou créées par des femmes que nous allons financer. Et je fais également partie du club des investisseurs sénégalais qui est dans la même démarche. Il s'agit vraiment d'un besoin de nous réapproprier notre citoyenneté et de réussir par nous-mêmes et pour nous-mêmes. Je me méfie toujours, comme on dit en Wolof, alalu jàmbur ku ci bañ kasara dafa am loo ci soxla. Donc notre halal, notre bien, c'est à nous en priorité de nous en préoccuper. Donc voilà, nous n'avons aucune assurance particulière, juste ce désir, ce besoin de faire et de faire pour la nation. Donc comme dit Marianne, c'est vrai que je suis une lanceuse de dés. Je viens de quitter la société dans laquelle j'étais parce que bon, je n'étais pas complètement alignée sur la culture. Voilà, pour le moment, je prends un peu de recul, donc je m'occupe du WIC, du CIS, et je vais mûrir mon projet, mais toujours avec la même vision, avec le même besoin et avec la même passion pour le Sénégal. Voilà, je vous remercie. Bonsoir, merci pour ce partage d'expérience. Alors, lors de votre discours, vous avez démarré par le sport. Donc, de nos jours, je pense que tout le monde a fait la remarque, les entrepreneurs courent dans tous les sens, à la recherche de financement, à la recherche de nouveaux marchés et tout. Mais non, par rapport à votre parcours, avec tout ce que vous avez vécu, quel a été l'impact du sport dans la réussite, dans votre réussite et dans l'atteinte de vos objectifs? Je pense que c'est assez important également de rappeler aux jeunes que nous sommes jeunes. Il va falloir garder notre forme comme vous l'avez fait jusque-là, parce que je sais que voilà, vous avez un âge assez avancé et vous avez maintenu votre forme. Donc voilà, quel est l'impact du sport dans cette vie entrepreneuriale? Merci beaucoup et bonne soirée. Cet impact, je pense que, enfin je l'ai dit tout à l'heure, hein, si je n'avais pas été sportive, je ne pense pas que j'aurais eu le même parcours à l'école, ni le même parcours professionnel. Ce que le sport vous apprend, c'est la patience, c'est l'endurance, c'est la confiance en vous. Et puis c'est également une passion et c'est un moyen sain de recharger ses batteries. Quand on est entrepreneur, je pense que tous les entrepreneurs présents seront d'accord avec moi, on a parfois des moments de solitude intense, de doute, d'angoisse, de peur, de stress. Et bon, chacun son shoot, hein. Je ne fume pas, je ne bois pas, mais après 1 heure de sport intense où voilà, j'ai pu me défouler, ça me ramène sainement à une sorte de sérénité. Et ce que j'applique... Alors, le sport avec lequel j'ai grandi, j'ai grandi, entre guillemets, à la caserne Samba Diéry Diallo, l'escadron monté, et donc avec un encadrement militaire et l'amour des chevaux. Et ce que ce sport m'a apporté, c'est le sens des responsabilités, de savoir s'occuper d'autrui avant de penser à soi. Ça, c'est l'équitation. C'est de se relever quand on est tombé. Une règle dans ce sport, c'est que quand on tombe,
on remonte immédiatement à cheval. Je me suis cassé le poignet à 14 ans. Je suis tombée, j'ai fait une chute sur un obstacle, je suis remontée à cheval. J'ai amené mon cheval aux écuries, je me suis occupée de lui avant qu'on me ramène à la maison et qu'on me soigne. Et ça, appliqué, on ne se rend pas compte à quel point ça s'applique à notre quotidien, dans les difficultés particulières. Au début, quand j'ai créé ma société, quand j'ai ouvert le cabinet, je me souviens qu'il y avait des périodes où je me disais il faut que je tienne encore. Je suis par terre, mais tant que j'ai encore un souffle de respiration, c'est que je ne suis pas encore morte, c'est que je dois trouver la ressource. Il faut que j'aille... et ça, les sportifs ici le connaissent, ce second souffle. Quand on est arrivé au bout de sa capacité respiratoire, qu'on a l'impression qu'on va s'écrouler et que subitement on atteint ce second souffle, ça aussi, c'est une leçon, c'est quelque chose qu'il faut avoir vécu pour pouvoir l'appliquer. De se dire, quand il n'y en a plus, eh ben, il y en a encore. Et c'est souvent au mental qu'on gagne. Et ce mental, je l'ai construit à partir de ma pratique sportive. On ne me l'a pas appris à l'école. Donc, oui, le sport. Alors, ça, c'est pour la partie mentale, psychologique. Après, comme on dit, qui veut aller loin ménage sa monture. Je pense qu'il vaut mieux avoir une pratique régulière qui vous permet, comme on dit vulgairement, de nettoyer les tuyaux, hein, les artères, pour être en bonne santé, avoir de l'endurance et tenir dans le temps. Je pense que les deux sont complémentaires. Je pense que pour réussir, il est plus facile d'avoir une monture saine que de devoir gérer en même temps des problèmes de santé parce qu'on n'a pas su gérer sa santé. Voilà. Bonsoir, cher Tidiane Ndao. Je ne saurais poser ma question avant de vous avoir remercié pour les yaourts Yoplait. J'ai vraiment grandi avec de grosses joues, quoi. OK. J'ai capté dans votre discours que vous avez déjà occupé une fonction marketing. Aujourd'hui, vous êtes dans les structures de financement. Comme l'a dit la première intervenant, les entrepreneurs, ils sont déchaînés, ils vont dans tous les sens. Mais moi, je remarque qu'ils ne vont pas vers les structures de financement. Moi-même, dans ce cas. Donc, je voudrais savoir, vous, aujourd'hui, est-ce que vous allez vers les entrepreneurs? Est-ce que vous allez vers eux pour communiquer à propos de vos services, ce que vous offrez, pour les pousser à eux-mêmes venir vers vous et demander ces financements-là? C'était ma question. Merci. Oui, effectivement, dans une certaine mesure, oui, mais quand on gère des fonds, l'objectif, c'est de les investir et de les investir dans des projets qui vont pouvoir produire un certain niveau de rentabilité. Donc, on est à la recherche de ces projets-là. Et selon la nature, selon la stratégie du fonds, selon qu'on est dans le capital risque ou dans le capital investissement, on va rechercher un certain type d'entreprise. Mais ça va dans les deux sens. J'ai parlé du WIC tout à l'heure. Nous avons lancé, il y a à peu près un an, hein, je pense que c'était à peu près dans cette période l'an dernier, un concours de pitch. On a demandé à des jeunes femmes, enfin jeunes et moins jeunes d'ailleurs, de présenter leur projet. Les meilleurs ont été sélectionnés et voilà, les prix, c'était un bootcamp pour leur apprendre à pitcher, à présenter leur projet, à donner envie à un investisseur de les financer. Donc, il faut aller chercher ce dont on a besoin. J'entends trop souvent, je n'ai pas de ressources, je n'ai pas d'argent, j'ai pas de... Vous êtes votre première ressource.
quand on n'a pas d'argent, il faut avoir les moyens d'aller en chercher et d'aller taper à la bonne porte. Donc, ce qu'on est en train de développer là, c'est des moyens de financement alternatifs à la banque. Ici, quand on a besoin jusqu'à présent, hein, dans notre environnement, l'économie, et bon, je parle de l'économie formelle, hein, c'est vrai qu'on est majoritairement informel, mais une entreprise qui a besoin de financement va d'abord penser à s'adresser à sa banque, alors qu'il y a tellement d'autres moyens que l'Afrique anglophone a su développer et qui n'ont pas encore atteint un certain niveau de maturité chez nous. Il faut aller vers ces sources de financement, tout comme elles vont aller chercher les deals qui les intéressent. Il faut qu'il y ait ce mariage, ce matching. Donc oui, nous allons chercher des cibles, mais un des critères, c'est aussi la capacité de la cible à être agile, à savoir se vendre, à savoir mettre en évidence sa capacité à produire de la richesse. Merci. Alors, ce qu'il y a de bien avec les gens qui parlent tout doucement, c'est qu'ils installent autour d'eux une espèce d'ambiance. Et je regardais un petit peu la salle et je voyais cette ambiance de cathédrale, où plus un bruit. Tout le monde est là en train d'écouter Tiaba et on pourrait l'écouter, et l'écouter, et l'écouter pendant des heures. Je pense que tu es prête à être grand-mère. Ça y est, tu as passé le test ce soir, c'est bon. Donc voilà, dans ce témoignage, on voit qu'en fait, on ne cesse jamais de devenir. Et c'est vrai qu'il y a Michelle Obama qui nous a fait ce très beau bouquin et que j'ai adoré ce concept. C'est vrai, on devient. On ne devrait pas dire on vit, on devrait dire on devient. Et on ne cesse jamais de devenir. Et c'est ça que je trouve merveilleux dans le parcours de Tiaba. Donc, on essaiera de se tenir au courant de où tu vas. Et on le mettra sur les pages et pour dire ça y est, elle est là. Vous pouvez y aller, les mecs. Elle va vous donner de l'argent. Donc, n'oubliez pas aussi, hein, pour tous ceux qui sont là ce soir, 80% des entrepreneurs ici au Sénégal ont commencé dans le garage de leurs parents, dans leur chambre ou dans leur cuisine. Okay ? Et dites-vous bien que si vous n'êtes pas prêt à mettre tout votre temps, tout votre propre argent et tout l'argent des pauvres gens qui vous connaissent malencontreusement et qui d'un coup vont voir votre petite tête éplorée en train de vous demander d'investir dans leur business, si vous n'êtes pas capable de convaincre vos parents et vos amis d'investir dans votre business, je peux vous assurer qu'aucune banque, aucun fonds, personne ne viendra prendre les risques que vous-même, vous ne prenez pas et que tous vos proches ne prennent pas non plus. Donc ça, c'est un excellent test. Ça commence par là. Et j'en sais quelque chose. Vous pouvez vous abonner à notre chaîne et rester à jour sur tous nos prochains talks en cliquant sur le bouton s'abonner juste là. Et n'hésitez surtout pas à réagir en commentaire ou sur notre page Facebook.